Bonsoir, bienvenue, nouveau numéro de Tout est dans la presse, le magazine de l'information vu par les journalistes francophones de la région. Après un samedi de trêve, il n'y aura donc pas eu de repos dominical pour les belligérants. Le Hamas, resté sourd à la prolongation du cessez-le-feu unilatéral décrété par Israël, a repris de plus belle ses tirs de roquettes sur le territoire israélien. La riposte, elle, ne s'est pas fait attendre alors qu'à Paris, vous le savez, la diplomatie internationale tentait hier d'esquisser les contours d'un cessez-le-feu. C'est précisément de ce cessez-le-feu dont il sera question dans cette émission. Israël devrait-il à ce stade accepter un arrêt des hostilités ? Quand et dans quelles conditions la communauté internationale, mais également l'opinion publique israélienne, risque-t-elle de s'impatienter? Pour en parler ce soir, j'accueille Lali Deré. Bonsoir, vous êtes journaliste pour l'édition française du quotidien israélien ultra-orthodoxe Hamodia. Yeshua Amishav, ancien diplomate, vous connaissez bien l'univers de la presse puisque vous avez été à plusieurs reprises porte-parole de différentes chancelleries israéliennes, notamment à Rome et à Paris. Et enfin, Michael Blum, vous êtes journaliste au bureau de l'agence France Presse à Jérusalem. Merci à tous les trois. On lance le débat tout de suite après un point en récit et en images signé Alexandre Leduc. Quelle direction prend l'opération bordure protectrice ? Après la trêve humanitaire de 12 heures samedi acceptée par les deux parties, le cabinet sécuritaire israélien l'a successivement prolongée de 4 heures, puis de 24 heures supplémentaires jusqu'à dimanche minuit. Une prolongation rejetée par le Hamas, tant que les soldats israéliens seront présents dans la bande de Gaza. Pour le Premier ministre Netanyahou, la priorité est la mise au jour et la destruction des tunnels offensifs du Hamas. Durant cette trêve, 4 nouveaux tunnels ont été découverts. À l'instar de la division établie au sein du cabinet sécuritaire où les camps de Benjamin Netanyahou et d'Avigdor Lieberman s'affrontent, une partie des Israéliens est de plus en plus partagée sur l'opération militaire à Gaza. Samedi soir à Tel Aviv, ils étaient plusieurs milliers de sympathisants de gauche et d'extrême gauche à réclamer la fin de l'opération bordure protectrice, alors que plusieurs centaines de contre-manifestants situés à droite de l'échiquier politique israélien étaient quant à eux déterminés à afficher leur soutien à l'armée et au gouvernement. Lali Deré, on vient de le voir dans ce reportage hier, plusieurs milliers de manifestants qui se réunissent sur la place Yitzhak Rabin à Tel Aviv pour demander incessamment la fin des hostilités à Gaza. Vous y étiez ? Non, je n'y étais pas, bien entendu. Ces manifestants, bon, nous sommes dans un pays démocratique, donc ils ont tout à fait le droit de manifester, c'est leur droit le plus légitime. Ils ne représentent qu'une infime minorité de la population israélienne, il faut le dire clairement. L'écrasante majorité des Israéliens a compris l'enjeu de cette guerre, parce que s'il s'agit d'une guerre, c'est plus une opération, à mon sens. Il a compris l'enjeu de cette guerre, il a compris que c'était une question vitale, que de la terminer par une victoire et de ne pas s'arrêter à mi-temps. Il a compris qu'un cessez-le-feu n'était pas un but en soi, c'était un moyen. Ce n'était pas le but. Le but est de regagner le calme dans le sud du pays et même dans le centre du pays. Je pense que l'infime majorité, c'est une infime minorité qui a manifesté hier soir. C'est son droit, mais elle ne représente pas le peuple israélien. Yeshua Amishav, vous êtes d'accord? Cette gauche qui manifeste sur la place Rabin, c'est une bande d'illuminés? Non, c'est pas une bande. Non, je ne pense pas que ce soit une bande d'illuminés. Ce sont des gens qui ont une option politique très claire, très bien définie. Je suis d'accord avec Lali Deré pour dire que c'est une petite minorité. Je mets en garde simplement contre cette espèce d'atmosphère qui est occupée à se développer ici chez nous et qui est très dangereuse pour moi pour le lendemain parce que cette guerre va finir à un moment ou à un autre. Toutes sortes de gens, toutes sortes de groupes qui s'arrogent le droit de décerner des brevets de patriotisme, de dire celui-là c'est un traître, celui-là c'est un bon juif, c'est un bon israélien, celui-là pas. Et vous savez, on est toujours le traître de quelqu'un. Menachem Begin, lorsqu'il a remis tout le territoire du Sinaï à l'Égypte, a été accusé de trahison par une partie de son propre camp. Lui, il s'en est sorti. Mais Yitzhak Rabin, par contre, il s'en est pas sorti, lui, parce que lui aussi, chef d'état-major de la guerre des 6 jours, libérateur de Jérusalem, à un moment, il a aussi été considéré, proclamé, décrété qu'il avait trahi son pays, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait fait quelque chose. Pas du tout que ce sont des traîtres, ces gens qui ont non, manifesté. Non, mais je pense pas du tout. Je ne fais pas référence à ce que vous avez dit. Pas un seul moment, la manifestation d'hier n'était pas contre d'éventuelles exactions de l'armée israélienne, bien contre la décision du cabinet israélien de poursuivre. Non, mais je ne faisais pas référence à ce que Lali Deré a dit. Simplement, il faut écouter ce que disent les contre-manifestants. Ils disent mort aux traîtres, mort aux gauchistes, etc. Alors je pense qu'on a déjà goûté de ce genre de... S'il y a appel à la violence, il faut les mettre en prison, voilà. Tout simplement. Eh bien, à ce moment-là, on est d'accord. Simplement, je voudrais être certain qu'ils ne profitent pas parfois
je le dis avec beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, de certaines complicités à l'intérieur des gens, des corps constitués, disons, qui devraient effectivement faire respecter l'ordre dans ce pays. Alors justement, à propos de l'issue de la crise, au vu de l'intransigeance des deux camps, on a parfois, Michael Blum, du mal à imaginer quelle pourrait être justement l'issue de cette crise. D'un côté, on a un Hamas qui refuse d'abdiquer avec une approche séquentielle. Ce sera d'abord la levée du blocus et ensuite les contours d'un cessez-le-feu, nous dit Khaled Mashal. Et puis d'un autre côté, on a Israël qui n'a pas l'air d'envisager autre chose que le drapeau blanc du côté du Hamas, qui n'a pas l'air d'envisager que ce que la leader appelle une victoire absolue face au Hamas. Comment tout cela va-t-il finir, selon vous, Michael Blum ? Alors là, les journalistes ne sont pas des prophètes, donc je ne prendrai pas le risque de dire comment ça va finir. Ce qu'on sait côté israélien, ce qu'Israël n'acceptera pas, c'est qu'Israël n'acceptera pas de quitter la bande de Gaza tant qu'il y a une menace existentielle sur l'État d'Israël. C'est quoi la menace existentielle ? Est-ce qu'il faudrait que la bande de Gaza soit démilitarisée ? C'est ça l'objectif de la guerre en cours ? Je ne sais pas si c'est l'objectif. L'objectif annoncé est de mettre fin aux tirs de roquettes sur le territoire israélien, pas seulement sur le sud, pas seulement sur le centre du pays, mais également sur le sud, puisque avant cette guerre, il y avait des roquettes qui tombaient sur le sud d'Israël, et surtout cette menace des tunnels, qui est une menace nouvelle, qui n'existait pas il y a quelques années. On a parlé de scénarios apocalyptiques, de centaines de terroristes sortant à l'intérieur du territoire, tuant et kidnappant des Israéliens. Israël ne sortira pas de Gaza tant que ces menaces soient totalement éradiquées. Le fait de Donc on se dirige, si je vous comprends bien, on se dirige vers une opération qui va durer, et très certainement plusieurs semaines peut-être. On est loin de la semaine ou des 10 jours annoncés en début d'opération par le cabinet Netanyahou. C'est clair, on a vu que sur Donc est-ce qu'Israël ne se laisse pas entraîner finalement au fur et à mesure de cette opération ? Est-ce que c'est pas le Hamas qui dicte finalement la nature de cette opération ? Au fur et à mesure, Israël a découvert d'autres menaces. On parlait de quelques tunnels, on les a vus en action, parce que par 2 reprises déjà des tentatives d'attentat à l'intérieur du territoire israélien ont été voilà, on a connu déjà des précédents. Israël aujourd'hui va rester autant de temps qu'il le faudra. Oui, ça peut durer des semaines, peut-être plus. On sait que détruire un tunnel, ça prend du temps. On a vu que pour l'instant, il n'y a même pas un tiers des tunnels qui ont été détruits par Tsahal. Si ça doit prendre des semaines, je pense qu'Israël restera, ce qui n'empêche pas une forme de cessez-le-feu, on l'a vu, où Israël peut laisser des soldats sur place. Je crois qu'on en a déjà parlé ici sur ce plateau. Israël pourrait laisser des soldats sur place pendant peut-être des mois, peut-être beaucoup plus, peut-être installer de nouveau une zone de sécurité comme au Liban, et rester tant qu'il y a une menace du Hamas, alors qu'Israël n'a à aucun moment annoncé qu'ils allaient faire tomber le pouvoir du Hamas. C'est pas un objectif affiché. La question de diplomatie, elle s'adresse à vous, Yehuda Amichal, vous qui avez bien connu les coulisses de la diplomatie internationale. À quel moment vous pensez que la communauté internationale risquerait de s'impatienter ? Michael Blum nous parle d'une présence prolongée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Est-ce que ça vous paraît être un scénario probable pour la communauté internationale ? Probable, je ne sais pas, mais d'abord on ne peut pas l'écarter effectivement. Je pense que jusqu'ici on sera tous d'accord pour considérer que la communauté internationale, je crois pour la première fois depuis longtemps, manifeste une compréhension très nette, très claire de la détresse, je dirais, d'Israël, qui nous a poussé à entamer cette opération de grande envergure, qui devient une guerre à un moment ou à un autre. Il faudra aussi quand même changer la sémantique. Parce que à quel moment on décide si c'est une guerre ou si c'est une opération ? C'est le nombre de morts qui est déterminant ? L'autre côté israélien. De l'envergure de l'opération. Les moyens mobilisés. L'envergure, le temps, etc. Mais bon, il est évident aussi que la communauté internationale va être sous pression du monde arabe, du monde arabo-musulman, une pression qui va grandir au fur et à mesure que les images, parce que nous vivons à l'ère de l'image, c'est comme ça, pas à vous que je dois le dire sur ce plateau, et vous pouvez argumenter de la manière la plus convaincante qui soit, ce sera très difficile de convaincre lorsque vous avez ce genre d'image. On a vécu ça 50 fois, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc c'est vrai qu'Israël joue un peu la course contre la montre. Il faudrait essayer, je pense, dans les 5-10 jours qui viennent, d'arriver au maximum de résultats sur le terrain, en particulier dans la destruction de ces tunnels qui sont effectivement une menace, qui ont un caractère génocidaire, il faut bien comprendre. Est-ce qu'une partie de la gauche, c'est une grande partie de la gauche européenne, et peut-être une petite partie de l'extrême gauche israélienne ne comprennent pas, c'est qu'il y a une volonté génocidaire. C'est-à-dire vous sortez d'un tunnel pour aller tuer celui, le premier qui va se présenter, parce que vous n'avez pas le temps, il faut tirer dans le tas, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas connu.
Donc il faudra, je le répète encore une fois, le temps ne sera pas illimité pour Israël. Je ne pense pas, Michael, qu'on puisse penser en semaines et en mois. Je pense que ce sera très difficile de faire passer ça au niveau de la communauté internationale. Je pense que dans les 5-10 jours, peut-être 2 semaines prochaines, Israël doit obtenir le maximum de résultats sur le terrain pour arriver à une position de force. En 67, on pensait qu'Israël devrait sortir des territoires, et ceux qui envisageaient qu'Israël resterait quelques semaines, quelques mois, on a dit la même chose que vous dites. Voilà pour l'opinion internationale. 47 ans plus tard, on est dans une situation bloquée, donc personne ne voit l'issue. On aurait peut-être mieux fait à l'époque de réfléchir de manière un peu plus originale. Voilà, messieurs, je vous interromps parce qu'on a évoqué l'opinion internationale, Yoshua Michav. On a évoqué l'opinion internationale. Je vous propose d'évoquer à présent celle de l'opinion publique israélienne. Vous savez qu'elle peut être cruciale dans la conduite de la guerre. Elle peut être un moteur ou un frein pour les preneurs de décision. Et je vous propose de découvrir avec moi tout de suite ce que pensent les Israéliens de l'opération en cours, notamment grâce à ce sondage paru la semaine dernière dans les colonnes du quotidien gratuit israélien Israël Hayom. Avec ces résultats, vous allez voir pour le moins contrastés. 77% des Israéliens sont opposés à ce stade à un cessez-le-feu. À la question compte tenu des acquis de l'opération à ce stade, pensez-vous qu'Israël devrait accepter un cessez-le-feu? On le voit, une grande majorité d'Israéliens s'y opposent, seulement 16% y sont favorables avec 7% d'indécis. Mais dans le même temps, vous allez le voir, eh bien, près d'un Israélien sur 2 est convaincu que les tirs de roquettes se poursuivront au terme de l'opération Bordure Protectrice. Alors, je voudrais vous demander comment vous expliquez ce contraste, ce pessimisme peut-être des Israéliens. D'un côté, un effort de guerre qui est soutenu par les Israéliens, et d'un autre, un réalisme ou un pessimisme israélien qui sont convaincus peut-être de l'inefficacité de l'opération en cours? Parce que c'est la 4e opération qu'on effectue dans la bande de Gaza et qu'à chaque fois on revient. C'est un 4e round et on n'a pas mis KO le Hamas dans aucune de ces opérations. Donc il est normal que l'opinion publique israélienne se pose des questions. Est-ce que cette fois-ci, oui, nous allons véritablement vaincre le Hamas, ou ce sera encore une fois une victoire en demi-teinte ou une... Vaincre le Hamas, pour vous, c'est renverser le Hamas dans la bande de Gaza? Je ne sais pas si c'est renverser. En tout cas, c'est le démilitariser et l'empêcher, encore une fois, de se réarmer à nouveau et de retrouver les moyens de réaliser ce que M. Avichaj a appelé des volontés, des tunnels qui sont à volonté terrible de massacre d'Israéliens. Oui, bien entendu. Je pense que la communauté internationale, je reviens juste là-dessus, John Kerry réessaye à nouveau de nous imposer un cessez-le-feu. C'est pas moi qui le dis, c'est notre confrère du Haaretz. Pas trop pressant pour l'instant. Bon, je dis juste qu'au niveau des conditions qu'il émet, notre confrère du Haaretz, qui est loin d'être un journal de droite, Barak Ravid, dit, j'avais l'impression que c'était Khaled Mashal, le leader du Hamas, qui avait posé ces conditions. Donc la communauté internationale prouve de plus en plus qu'elle ne comprend rien au Moyen-Orient et à ce qui s'y passe, aux enjeux et au climat qui y règne. Donc voilà, je pense que ce pessimisme, comme vous appelez, des Israéliens, il est dû à son histoire. Justement, je voudrais revenir à l'opinion publique israélienne. On le voit, les sondages le disent très clairement, il n'y a pas pour l'instant d'impatience en Israël sur les suites de l'opération. Est-ce que vous pensez que si elle devait se manifester, eh bien, ce serait un scénario à prendre en compte pour le gouvernement? À quel moment l'opinion publique israélienne risquerait de basculer pour faire pression sur le gouvernement? Moi, je pense que l'opinion publique israélienne, cette fois-ci, tant que l'opinion publique israélienne aura le sentiment que les pertes malheureuses de soldats ont sauvé des centaines et des milliers, voire des milliers de vies israéliennes, l'opinion publique israélienne continuera de soutenir son gouvernement comme c'est le cas aujourd'hui. Tant que l'opinion publique israélienne aura le sentiment que nous faisons les choses, que le gouvernement gère cette crise de manière réfléchie ni du va-t-en-guerre, ni du retenez-moi, que c'est vraiment quelque chose qui est bien réfléchi. J'ai appris cette semaine, par exemple, que Benjamin Netanyahou, quand les réunions du cabinet sécuritaire sont interdites, sont censurées, mais on a eu quelques échos que, par exemple, Benjamin Netanyahou ne termine pas une seule réunion du cabinet sécuritaire sans avoir un statu quo total de tous les membres, tous les ministres du cabinet. C'est-à-dire que les choses sont faites de manière très très réfléchie. Je pense que tant que les Israéliens ressentent... Même si on a vu ces dernières semaines quand même de profondes divisions au sein du cabinet. De profondes divisions, mais à la fin de la réunion, tous les ministres étaient d'accord sur
le modus operandi décidé par le cabinet sécuritaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « non, je ne suis pas d'accord ». C'est un consensus à l'intérieur. Je trouve que c'est très intelligent de la part de Benyamin Netanyahou. Ouais, il nous reste quelques secondes. Michael Blum, peut-être justement sur un mot de politique intérieure. On a entendu plutôt de la cacophonie ces dernières semaines, comme je le disais, au sein du gouvernement. Est-ce que quand les canons se tairont, ce sera le début de la fin pour le gouvernement Netanyahou, selon vous, en quelques secondes? Je ne crois pas. Le gouvernement Netanyahou risque de changer. Il y aura des changements, c'est indéniable. Avigdor Lieberman cherche à se placer comme un nouveau leader de la droite. Bennett également. C'est clair que quand la guerre sera terminée, il y aura des changements. Mais je pense que Benyamin Netanyahou sortira renforcé de cette guerre et restera Premier ministre avec peut-être une constellation différente. Voilà, merci à tous les trois. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous être fidèles et ça nous fait très plaisir. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. Soyez au rendez-vous. En attendant, l'information continue et c'est sur i24 News.